Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel enregistrement de ma chaîne YouTube Le Monde Intérieur où je m'entretiens avec des personnes très inspirantes et où on discute de développement personnel, de parcours de vie et un petit peu également de spiritualité. Alors aujourd'hui, les 2 thèmes, dont, on va discuter, c'est, le thème de l'intuition et celui de la protection de l'environnement. C'est 2 choses, sur lesquelles, je m'intéresse énormément et Caroline Gloton qui est avec moi aujourd'hui, est vraiment, entre guillemets «une spécialiste» de ces 2 sujets. Alors bonjour Caroline. Bonjour Marie. Alors, je suis très contente de te parler aujourd'hui. Alors, pour parler un petit peu de ton parcours, toi, Caroline, pendant de nombreuses années, dans le fond, tu es issue du domaine de la vente et du marketing et tu as travaillé dans le secteur des hautes technologies. Et suite à un premier changement de parcours où tu as suivi ton intuition, tu t'es lancée dans le secteur de l'approvisionnement responsable et du commerce équitable. Tu as travaillé notamment sur les chaînes d'approvisionnement du thé, du poivre et ça t'a amené à faire de nombreux voyages. Par la suite, tu as effectué plein d'autres projets, tu as lancé ton entreprise et tu as notamment aussi fondé le Café Découverte à Aix-en-Provence, dont on aura peut-être l'occasion de parler au cours de l'entrevue. Tu as publié un livre dont on va discuter tantôt qui s'appelle À quoi je sers et tu as également donné une conférence TEDx sur le thème de la consommation responsable, qui s'appelle L'espoir est dans le placard et qu'on peut retrouver sur YouTube. Et tu es également l'auteur d'un documentaire sur le thème du commerce équitable, pardon. Alors, un très beau pédigré, comme on peut voir. Je suis vraiment contente de parler avec toi aujourd'hui. Alors, juste avant de débuter l'entrevue, Caroline, tu me disais justement que ton passage du secteur, dans le fond, du domaine du marketing au domaine de l'approvisionnement responsable, ça a été un premier élan où tu as décidé de suivre ton intuition. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Oui, ma vie, c'est un hasard. C'est un hasard géant. Donc, en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer avec toi, Marie, et c'était pareil, c'était un hasard, on va dire. Oui. Et en fait, la façon dont ça s'est passé, je travaillais dans la high-tech, donc j'avais un poste assez important qui était responsable des partenariats. Donc, je signais des partenariats à l'étranger, en France, etc. Et entre des boîtes high-tech, entre des sociétés petites et des sociétés grosses. Et mon but, c'était déjà un peu le commerce équitable à l'époque, parce que mon but, c'était de faire en sorte que tout le monde y gagne. Donc, c'était un thème qui n'était pas vraiment à l'ordre du jour quand on voit des partenariats aujourd'hui, je pense qu'on comprendrait mieux des partenariats entre Facebook, entre Apple, entre tout ça. Il y a toujours quand même un intérêt derrière. Et souvent, c'est les petits qui en pâtissent, hein, puisque souvent, il y a un chef d'entreprise qui a découvert une technologie et qui finalement se fait un peu piquer la technologie. Donc, mon but, c'était vraiment d'être certaine que ça n'arrive pas et d'aider des sociétés qui avaient vraiment, avec un pouvoir créatif important, de se mettre sur le marché, de se mettre à égalité avec les grands, quoi. Donc, ça a été ça mon boulot pendant pas mal de temps. Et puis, un jour, alors que je participais à une réunion de réseau professionnel, je rencontre un gars que j'avais déjà rencontré qui venait de Ernst Young. Et cette personne-là me dit, en fait, elle travaillait dans le thé, il avait une passion en dehors de son boulot, comme on peut beaucoup de gens en ont. Et en fait, il me dit, moi le thé, c'est ma passion depuis que je suis petit et tout. J'ai créé une boîte et il se trouve qu'on est 5 clients pour une même filière, ce qui veut dire en fait ce sont des acheteurs en fait d'une propriété, une coopérative avec plusieurs petits producteurs. Et une grande société qui est partie et il y a 250 familles qui étaient un peu à la rue sans boulot, etc. Donc, mon boulot, c'était en fait de trouver, il m'a dit le mot magique, c'est-à-dire, il m'a dit, toi qui aimes les voyages et l'humanitaire, Wow. ça serait bien que tu partes et que tu trouves un client qui puisse acheter la récolte. Donc, voilà, il avait juste dit le mot magique. Et alors, toute personne sensée, dans ces cas-là, dit, OK, je ne connais rien au thé, je ne connais rien au Sri Lanka, je n'ai aucune assurance de trouver un client en rentrant, etc., etc. Et toute personne se dirait ça, sauf que moi, non, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, le projet me tente, ça me parle. Et donc, je suis partie. Et puis, j'ai surtout commencé à travailler sur les projets de filière équitables
pour des petits producteurs agricoles. En fait, j'avais quand même un lien déjà avec l'agriculture, j'aimais la nature, mais je connaissais vraiment rien au thé. Donc, je suis partie, puis j'ai appris à faire du thé et puis suite à ça, j'ai été dans plusieurs endroits pour découvrir vraiment ce que c'était qu'une feuille de thé qui ressemble à un camélia, hein, ça ressemble à nos petits camélias, qu'on a dans notre jardin et j'ai découvert un peu le monde du thé, en fait, tout simplement, que je connaissais pas et j'ai découvert qui achetait du thé en France et puis à partir de là, ça m'a menée à d'autres endroits, puisque j'ai continué après dans les filières. Mmh. Alors c'est pas rien quand même parce que dans le fond, j'imagine à ce moment-là, tu as quitté ton emploi, tu avais ta famille, tu avais une sécurité d'emploi donc déjà le saut de dire tu suivais ton intuition, c'était quand même un changement majeur, pour toi? Alors, c'est vrai, mais et pas vrai en même temps, parce qu'en fait, j'avais déjà quitté une grosse entreprise et j'étais à mon compte. Donc, j'avais quand même des missions à côté. Je quittais pas tout, hein, OK. complètement. En revanche, mes enfants étaient jeunes et effectivement, de mettre un pied là-dedans, ça veut dire qu'on sait qu'on va voyager, hein, obligatoirement. Mais moi, ça a toujours été mon rêve, en fait, hein. J'avais fait une école de commerce parce que j'avais envie de voyager. J'ai toujours aimé voyager. Dès que j'étais très jeune, je voyageais, même en me payant des voyages parfois, et cetera. Donc en fait, j'ai toujours eu ce truc-là du voyage, en fait. Mmh. Puis Donc l'autre chose que je retiens aussi, c'est la rencontre. Je pense que tu me le disais que c'est vraiment ça qui fait souvent c'est le hasard des rencontres qui va nous propulser ou qui va nous ça va quelque chose va nous parler, puis c'est là, à ce moment-là, que la vie va nous ouvrir un nouveau chemin, inattendu un petit peu. alors c'est encore plus vrai, là, c'était vrai, sachant que mon boulot, ça allait, hein. J'avais pas de passion pour la high-tech, mais j'avais pas non plus, mais c'est encore plus vrai en ce moment où je vois beaucoup de gens qui sont pas perdus, qui cherchent leur voie, qui savent pas du tout, qui trouvent pas le boulot de leurs rêves, et cetera. Et ces gens-là, je leur dis toujours: «Mais commencez par vous ouvrir à d'autres choses, en fait», parce qu'au début du chemin, on ne sait pas où on va. Moi, Mmh. si on m'avait dit au début de ce travail dans le thé, que j'allais, y découvrir un monde, que j'ai adoré, vraiment adoré. Je me suis passionnée pour les plantes, je suis rentrée dans le monde des épices, dans le monde de tout ce qui était, projet agricole et consommation responsable. Mais si on m'avait dit ça au début, j'aurais pas cru, en fait. Donc on peut jamais savoir, ce qui se passe. Sauf que quand on s'ouvre à tout, c'est-à-dire quand on n'est pas bien dans son boulot, mais qu'on ne sait pas encore où on va, moi, je conseille vraiment d'aller, dans tous les endroits, qu'on a envie de voir, c'est-à-dire aller voir un film, aller voir une conférence, s'ouvrir, aller à une réunion de réseau sur quelque chose qui a rien à voir et franchement, autour de moi, tous les gens qui ont fait vraiment des boulots, passionnants, souvent, c'est parti d'une rencontre simple avec quelqu'un qui allume, un petit truc magique, Mmh. dans notre corps et notre cerveau et qui nous donne envie d'aller plus loin. Alors après, souvent, on se limite, hein. Souvent, une fois que c'est comme ça, je pense que pour avoir discuté avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas osé prendre le défi. Moi, je me dis que tant qu'il n'y a pas un gros danger, et que ça sent bon, parce que c'est comme ça que j'appelle, l'intuition, moi, ça se passe dans le corps, c'est-à-dire que je commence à sentir que je suis excitée comme une pile et du coup, je me dis: «Bon, bah, là, il y a un truc, qui me parle, en tout cas». Donc j'ai pas envie de louper ces opportunités-là, en fait, en tout cas. Puis tu disais alors, ce qui est difficile, par exemple, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision de se lancer, puis, OK, là, je saute à l'eau, on a quand même des freins, je pense, si tu veux les nommer. Bon, au début, on n'a pas forcément la reconnaissance, on ne sait pas comment faire, on gagne pas forcément bien sa vie non plus. Ouais, là, il y a toutes les peurs. Alors là, c'est un schéma habituel, hein. Je pense qu'à chaque fois qu'on va dans un endroit, qui est positif d'ailleurs, hein, mais ou négatif, en tout cas, il y a les peurs qui arrivent de toute façon, ça, c'est évident. Donc les premières résistances, c'est, parfois les nôtres, parce qu'il y a moi, par exemple, je connaissais rien au thé, donc la première chose, c'était de comprendre ce que c'était que le thé et de savoir, et rentrer dans un monde que je connaissais pas et de me dire: «Est-ce qu'un jour je vais trouver un client qui va vouloir acheter ce thé?» Parce que moi, j'y connais rien du tout, donc c'était d'être à la hauteur, d'être légitime dans ce monde. Après la deuxième, bah, c'est les peurs de tout le monde autour, en fait, puisque c'est ça surtout, c'est, «Mais, tu vas pas partir? Attends, tes enfants, ils sont toutes petites, ça va pas la tête, tu vas pas changer de domaine? Attends, là, tu es super bien payée, c'est pas possible», et ça, c'est les peurs des autres et ça, vraiment, faut s'en affranchir. Moi, j'aime pas la vie raisonnable parce que j'aime la vie vivante, en fait et je pense qu'on se raisonne bien trop dans la vie, on se prend bien trop au sérieux et franchement, moi, j'ai une conscience de la vie aiguë qui fait que, ben, je n'ai pas envie d'en perdre, 1 minute, en fait, tout simplement. Mmh. Tu dis: «On se prend bien trop au sérieux», dans le sens qu'on met trop d'énergie ou on accorde trop d'importance à nos peurs ou à nos limitations, c'est ça que tu veux dire? Dans le sens qu'on devrait plus oser s'amuser, puis, même si on a la petite voix qui nous dit, ça peut être,
Ben, écoute, moi, je sais pas. Je sais pas les moments dont tu te souviens le plus dans ta vie jusqu'à maintenant. Si on regarde ces moments-là, c'est souvent pas raisonné en fait, hein. C'est souvent un joli coucher de soleil, un moment où on l'attendait pas. C'est une discussion vibrante à un moment où on l'attendait pas. C'est une mission qu'on a faite. Ça se trouve, c'est en dehors du boulot, mais c'était juste un ressourcement total. Et en fait, on ne prête pas assez attention à ça. Parce que ça, c'est la vie, quoi. Le reste, c'est du blabla cérébral. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, surtout pas. Je veux pas me perdre, en fait. Donc, je suis pas dans la vie des autres. Moi, je suis dans la mienne. Et comme je disais, moi, j'ai l'impression d'avoir un compteur de vie qu'avance, hein, qu'avance. Et je n'ai pas envie d'en perdre une miette, en fait. Parce que c'est un cadeau, donc je veux pas en perdre une miette. Ouais, tu dis le compteur de vie, ouais, c'est ça, c'est le dans le fond, là où on est vivant, c'est quand on vibre, tandis que quand on est plus dans une sorte de routine ou tout ça, ben là, des fois, parfois, on peut s'éteindre un peu également. Mmh. On peut s'éteindre et puis on peut pas savoir à quel moment on va vibrer. Si on fait pas de découverte, si on fait pas d'aventure, si on va pas vers l'inconnu, on vibrera rien de neuf, en fait. Mmh. C'est juste une certitude. On peut décider de rester dans sa routine parce qu'il y a des gens qui adorent ça, qui aiment la routine, qui sont bien là-dedans, etc. Mais quand ça vibre plus, quand on se sent lourd, quand on a mal au dos, quand on a mal à la tête, etc., bah, c'est quand même des signaux qui disent je ne suis pas super bien là où je suis. Mmh. Donc moi, je n'ai pas décidé de faire ça. Moi, j'ai décidé que chaque fois que je sens quelque chose qui m'emmène vers quelque chose de neuf et qui va dans mes domaines, c'est-à-dire l'humanitaire, le voyage, la nature, etc., tout ce qui m'emmène là-dedans et qui sent bon, j'y vais. Mmh. Sans filet, et souvent sans filet. Mais finalement, chaque fois que j'ai eu peur, financièrement, il y a un truc qui est arrivé. Je me dis toujours, Oh. fais confiance. Et par exemple, tu parlais puisqu'après le thé, donc pour passer rapidement, en fait, j'ai travaillé dans le thé. Donc bref, en rentrant, quand j'ai voulu vendre ce thé, je connaissais rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avec mon bon sens. Et ça, c'est vraiment une valeur qui se perd, le bon sens. Pour moi, il y a 2 choses à travailler en ce moment dans notre époque, c'est le bon sens et la responsabilisation. Le bon sens, ça veut dire, où est-ce que moi j'achèterais du thé, tout simplement. Et à l'époque, en France, quand j'ai fait tout ça, c'était en 2006 ou 2007, je ne sais plus. Le thé en France, c'était soit Mariage Frères, Palais des Thés, soit Lipton. Mais en fait, on n'avait pas trop de qualité intermédiaire et d'endroits où on pouvait l'acheter. Et moi, il y avait une marque que j'adorais en France, je ne sais pas si elle existe au Canada, ça s'appelle Nature et Découverte. Ils avaient 85 magasins en France. Et il y avait une autre marque, c'était une jardinerie qui s'appelait Botanique. Et moi, alors là, vraiment à l'intuition, je me suis dit, bah, si j'ai acheté du thé, j'achèterais là, dans une de ces 2 marques. Si je voulais quelque chose de entre deux, c'est là que j'achèterais. Et donc, au culot, bah, j'ai monté tout mon projet. J'ai travaillé assez difficilement sur chaque détail de mon projet. Je voulais que les boîtes soient produites avec des matériaux éco-responsables. Je voulais qu'elles soient remplies dans des ESAT. Enfin, il y avait un vrai projet, hein. Là, on achetait le thé, mais après, il fallait le remplir, il fallait le mettre dans des boîtes, il fallait le vendre, il fallait trouver un prix, etc., etc. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois là-dessus, à fond, sachant que j'avais d'autres missions à côté, hein, parce que moi, je conseille toujours aussi, quand on se lance dans ce genre de projet, d'avoir quand même un truc à côté qui permet financièrement de gérer, de ne pas avoir ce stress permanent, de se dire, oh là là, comment je vais faire. Et je suis allée au culot rencontrer ces sociétés et la chance s'y est mise parce que je crois que quand on fait Mmh. confiance, ça arrive. Moi, je suis vraiment persuadée de ça. Donc, en fait, il n'y avait aucune assurance. Même les patrons de ma boîte pour qui je travaillais me disaient non, non, mais attends, là, il faut que tu décroches quelque chose parce que ça fait un moment que tu travailles dessus, il faut que ça soit rentable. Et en fait, donc j'avais la pression de tout le monde et puis j'avais surtout les producteurs, hein, puisque je les avais rencontrés, je les avais un peu dans les tripes, quoi, donc j'avais pas envie de les lâcher. Et en fait, j'y suis allée avec mes tripes justement. Et puis il se trouve que quand j'ai été voir l'acheteuse de thé, qui d'ailleurs est devenue une amie depuis, le patron de la boîte est rentré dans le bureau de cette fille et a dit il faudrait d'autres thés, etc. Et en fait, c'était mon jour de chance puisque du coup, j'ai pu présenter le projet. Et puis, ils ont accepté de tenter l'aventure. Et ensuite, j'ai fait des dégustations. Parce qu'après, ce qu'il faut, c'est donner aussi, hein, Ouais. c'est se donner les moyens. Parce qu'on ne peut pas attendre non plus que ça arrive tout cru. Et du coup, j'ai fait des dégustations dans les magasins. J'ai convaincu les chefs de rayon que c'était une histoire magnifique de A à Z. Et puis, ça a été un carton, quoi. On a Ouais. super bien marché. Parlant de cette histoire-là, il y a une chose dont j'aimerais parler, c'est la façon dont tu vois le commerce équitable. Je pense que tu parles vraiment d'un équilibre entre les gens aux différents endroits de la chaîne, le consommateur et le producteur, et le nord et le sud. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, parce que alors, je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, maintenant, c'est assez simple
d'acheter des produits locaux, en fait, hein, tout ce qui est légumes, fruits, etc. Ça, c'est assez facile. Par contre, tout ce qui vient de loin, c'est-à-dire les produits qui viennent des pays tropicaux, et ça ne pousse pas au Canada non plus, c'est-à-dire le café, le thé, le sucre, le cacao, des choses comme ça. En fait, en France, par exemple, on a entre 3 et 15 intermédiaires entre nous et le producteur pour acheter ces produits-là. C'est-à-dire, si vous achetez un produit dans un supermarché, en gros, il y a entre 3 et 15 intermédiaires. Donc, vous imaginez bien que l'histoire, vous ne la connaissez pas. Le problème dans le fait de ne pas connaître l'histoire, c'est que vous pouvez contribuer à une histoire à laquelle vous n'avez pas du tout envie de contribuer. Donc ça, je l'ai découvert parce qu'une fois que j'ai travaillé sur le thé et sur le commerce équitable, le principe, alors il y a plusieurs sortes de commerce équitable, mais le principe, c'est de rémunérer correctement des producteurs et de leur donner surtout une visibilité, c'est-à-dire de s'engager. C'est un petit peu comme dans les AMAP, de s'engager à acheter des quantités pour un certain temps, ce qui leur permet de donner de la visibilité et du coup d'investir dans des projets. Après, il y en a qui payent la construction de routes, mais en général, c'est parce que ça les intéresse, pour acheminer. Donc, on va dire qu'il y a une forme de commerce équitable qui est un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire il y a des sociétés qui achètent des terres et qui après font travailler des gens. Donc, moi, ce n'est pas du tout ce à quoi j'adhère. Mais par contre, moi, mon but, c'était de dire, en fait, on a des choses qu'on peut se transmettre entre nous. Donc ça, je ne l'ai pas vu au début. Moi, j'y suis allée parce que je pensais que je pouvais aider ces personnes à faire des choses basiques et monter leur propre micro-entreprise et coopérative pour pouvoir se structurer et acheter la moitié de vendre la moitié de la récolte sur place et la moitié de la récolte à l'étranger, à nous en l'occurrence. Donc, j'avais un engagement, mais j'essayais de les pousser à comprendre aussi qu'il fallait qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire pas seulement nous vendre à nous. Et en faisant ça, en fait, moi, j'ai découvert autre chose, c'est que, notamment, je suis allée sur une île qui s'appelait Sao Tomé, où j'ai travaillé sur un commerce équitable de poivre. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais autant à apprendre d'eux que eux de moi. C'est-à-dire, on m'avait dit, oh là là, Sao Tomé, c'est un pays super pauvre, tu vas voir la misère, etc., etc. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans une jungle pure, avec des oiseaux qui chantaient partout, des femmes qui chantaient, qui riaient. À collecter un poivre qui sentait une odeur merveilleuse et on mangeait des choses très simples mais super bonnes. Et moi, j'ai découvert que j'étais sur un rythme qui était complètement le mien, qui était beaucoup plus propice à ce que je me sente bien, à ce que je travaille efficacement. Et en parallèle de ça, moi, je leur apprenais à faire des tableaux de comptabilité, à essayer de vendre sur le marché local. J'ai été jusqu'à avoir vraiment une discussion assez forte avec des gens sur place pour pas que du poivre rentre du Portugal et qu'on vende le poivre local sur le marché local. Enfin, donc, je contribue à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Mais en même temps, je me nourrissais de leur joie de vivre, en fait, qu'on a quand même beaucoup perdu dans les pays occidentaux, et de leur simplicité de vie. Et là-bas, on avait des problèmes qui étaient des problèmes plus importants, hein, qui étaient quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau pour boire, il n'y a plus d'eau pour se laver, il n'y a plus d'eau. Donc, il faut réparer le tuyau tout de suite, et tout le monde se met ensemble pour réparer. Et il n'y a pas de compétition, en fait, il y a juste l'entraide. Et ça, c'est ce que j'ai appris dans le commerce équitable. Donc, pour moi, équitable, ça veut dire juste chacun vient avec ses outils. Et puis, aide les autres à progresser dans ce qu'ils n'ont pas, eux, en fait. Puis, ce que tu dis aussi de connaître l'histoire du produit, dans le fond, c'est ça, on achète des choses, mais il y a des êtres humains derrière ce produit-là, puis donc de connaître finalement l'histoire et les gens qui ont produit ça, c'est là qu'on peut faire une différence dans notre consommation. Ouais, je pense que si tu vas ouvrir ton placard, Marie, si tu vas ouvrir ton placard de cuisine, c'est un peu ce que j'appelle l'espoir est dans le placard. C'est si tu vas ouvrir ton placard de cuisine et puis tu regardes ce que tu as. Tu sors simplement les produits un par un, etc. Puis tu dis, tiens, où est-ce que je l'ai acheté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais? Alors déjà, la moitié des produits, tu ne sauras pas ce que c'est la plante derrière ou la culture derrière, etc. Parce qu'on a très peu de connaissances là-dessus, parce qu'on s'est coupé beaucoup de la nature et du travail agricole. Mais en plus de ça, on peut regarder. Moi, j'étais une hyper consommatrice typique, hein, c'est-à-dire que j'avais 4 sortes de riz, dont un taille qu'on m'a ramené de Thaïlande, etc. Parce que comme j'adore voyager, j'adore aussi manger des choses qui viennent de différents pays. Et puis en fait, c'est en faisant ce travail avec les producteurs que je voyais des choses qui étaient complètement incroyables, qui étaient du style, on envoie des épices à un endroit, elles sont renvoyées à un autre endroit, et le produit voyage dans tous les sens. Et en fait, à la fin, on a des trucs qui n'ont plus de goût, qui n'ont plus d'odeur, qui n'ont plus de saveur, qui n'ont plus rien. Et ça, il y a j'allais appeler ça des endroits d'étranglement qui sont les supermarchés,
qui vraiment, eux, achètent pas cher et qui, pour moi, contribuent à faire quelque chose qui n'est pas terrible, dont on n'a pas conscience, je vous donne un exemple tout simple, vous voulez acheter des confitures, je connaissais des gens qui faisaient des confitures à partir de fruits frais en France. Et en fait, ces gens-là, du moment où le supermarché arrive, ils achètent en gros volume, avec en plus des pénalités de retard si on a un jour de retard. Donc, ça veut dire que ça met une grosse pression sur le chef d'entreprise qui embauche d'un seul coup 30 personnes, qui investit dans les machines, etc. Sauf que quand la confiture de mûre, par exemple, n'est plus à la mode, le supermarché, il n'a aucun problème de changer de marque, en fait, et d'aller voir un autre petit industriel ou une autre société pour lui faire fabriquer ses trucs. Sauf que le premier, il n'a plus d'argent, il n'a plus de boulot, les machines ne servent plus à rien, les employés ne servent plus. Et pour trouver des mêmes volumes, c'est très compliqué. Donc, il y a un système qui ne fonctionne pas. Dès qu'on est dans du gros, en fait, on est tout de suite dans quelque chose de pas terrible, sauf si on fait des coopératives d'acheteurs qui existent assez peu pour l'instant, mais qui commencent à se développer. Donc, moi, j'ai voulu sortir de ce système, et c'est pour ça qu'il y a 10 ans à peu près, j'ai pris une décision, c'était de ne plus aller au supermarché. Et donc quand tu nous dis justement de regarder ce qu'il y a dans notre placard, il y a quelque chose aussi dans ton approche que j'aime beaucoup, c'est cette dimension de, faut garder ça, amusant, faut que ce soit un jeu parce que c'est vrai que là, tout ce que tu nous parles depuis tantôt, c'est des problématiques assez graves, assez sérieuses. Puis, des fois dans cette dynamique où on est préoccupé par la protection de l'environnement, ça peut devenir lourd. Donc de garder cette dimension de jeu, c'est important aussi. Ah, puis il faut se dire qu'on peut contribuer à des belles histoires sans se prendre la tête, en fait, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on sait, on peut choisir l'histoire qu'on a. C'est-à-dire, si on connaît l'histoire du pull qu'on achète, eh ben, on va favoriser quelqu'un qu'on aime bien. Donc, moi, je suis pour ça. Moi, je ne veux pas me prendre la tête sur la consommation responsable dans un mode très éco, comment dire, culpabilisant. Moi, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on est tous pareils et qu'on fait au mieux et que tout ce qui a été fait dans le passé avec les pesticides, c'était parce que les producteurs étaient fatigués de travailler d'une certaine manière. Une raison pour laquelle on fait ça. Les gens ne sont pas fous. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi, je ne sais pas comment faire ». Donc là, c'est la deuxième problématique, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est faire attention à ce qu'on achète. Pour faire attention à ce qu'on achète, il faut comprendre ce qu'on achète. Et ça, c'est un truc où les gens disent « mais ça a dû te prendre un temps infini, c'est énorme et tout ». Mais si vous regardez votre placard comme ça, en fait, vous allez voir que vous avez à peu près 20 produits du quotidien que vous achetez régulièrement. Ces 20 produits-là, si vous les achetez un par un, mieux, localement le plus possible, si vous ne pouvez pas localement, mais au moins essayez de savoir ce que c'est que l'histoire, le tour est joué, c'est vraiment ça. Dans les ateliers que je faisais qui s'appelaient l'Espoir est dans le placard, en fait, je les ai faits dans tous les milieux. Je préfère préciser parce qu'au début, les deux freins, on a l'impression que les deux freins pour pouvoir agir de manière éco-responsable, la consommation, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si on règle le problème de consommation, on règle tous les problèmes, y compris les problèmes climatiques. C'est-à-dire c'est ce qui conditionne la pollution de l'air, la pollution de l'eau, c'est ce qui conditionne le traitement des plantes, des animaux, etc. C'est ce qui conditionne ce qu'il y a dans la terre. Enfin, c'est vraiment, je pense, c'est notre axe majeur d'action. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, si on fait ça, on s'aperçoit assez rapidement sous forme de jeu. On peut faire un par un produit. Tiens, la moutarde. Voilà, je prends la moutarde cette semaine. Qu'est-ce que c'est que la moutarde? C'est fabriqué comment? Moi, j'avais aucune idée de rien. Il faut être très clair. Donc, je me suis renseignée, puis je me suis aperçue qu'il y avait des graines de moutarde qui venaient du Canada, d'ailleurs, qui allaient dans des moutardes françaises, mais qu'il y avait aussi des graines de moutarde françaises dans certaines moutardes françaises, et que ça permettait de réintroduire un projet de graines de moutarde fabriquées en France dans des moutardes françaises. Donc, en fait, j'ai participé à ça. Donc, ça me coûtait parfois 1 euro de plus, mais comme je les achetais par 12, du coup, c'était assez rapide. Donc, en fait, les problématiques qu'on voit tout de suite, c'est le temps et l'argent. On se dit, non, mais j'aurai pas le temps et j'ai pas l'argent. Moi, c'est ce que je me suis dit au démarrage, comme tout le monde. Mais en fait, après avoir fait des ateliers auprès de, je sais pas, 200 personnes, quelque chose comme ça, et avoir vraiment concrètement mis en place cette consommation responsable chez eux, je peux vous dire que le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est l'habitude. On a des habitudes et dans la responsabilisation, on n'a pas envie d'aller au-delà de ces habitudes parce que c'est douloureux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est commencer à faire des choses, mettre un pas en avant, y aller doucement. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. On n'ira pas plus vite que la musique de toute façon et se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais changer? Un acte. Voilà, moi, je faisais un produit par mois. Un produit par mois, je décidais que, OK, ce produit-là, j'allais l'acheter. Puis ça m'a pris 7 ans pour sortir totalement du supermarché et puis acheter totalement responsable.
Sauf que là, par exemple, pendant la crise Covid, moi, j'étais hyper sereine, parce que mes produits ils arrivaient toujours pareil. J'ai eu aucun souci avec ces produits. J'ai pas les chaînes d'approvisionnement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les prix qui augmentent, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que moi, les producteurs, ils payent toujours le même prix, etc. Ils ont des clients fidèles et avec ces clients fidèles, ça fonctionne bien. Donc, voilà. Après, sur comment on consomme, on est tous différents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qui on est sans jugement. On ouvre le placard, on regarde. Par exemple, moi, il y a des produits que je n'ai pas enlevés de mon placard parce que c'est des produits qui me rappellent ma famille, qui me rappellent le bonheur d'être, je ne sais pas, moi, ça peut être un produit que je consomme depuis que je suis petite. Et celui-là, je ne l'enlèverai pas, même si c'est fabriqué de manière pourrie. Mais ça, c'est mes choix. C'est mon choix. Ça, c'est mon choix un petit peu pas responsable, mais au moins, je le garde parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis après, il y a les produits qu'on peut stocker, c'est très facile de stocker du riz pour l'année. C'est très facile de stocker des pâtes pour l'année. En fait, on ne consomme pas tant que ça. C'est qu'on se fait En fait, déjà, quand on sait combien on consomme, c'est énorme. Moi, le nombre de fois où dans les ateliers, les gens ils disaient ah, mais je ne peux pas parce que moi, je n'ai pas l'argent pour faire ça, je n'ai pas le budget. Et puis après, on regardait le budget. Et en fait, je leur disais du coup, vous dépensez combien là-dessus? Vous dépensez combien? Mais en fait, ils n'en avaient aucune idée. Donc, ça veut dire que ce n'était pas un problème d'argent. D'ailleurs, dans les milieux les plus pauvres avec lesquels j'ai travaillé, ce n'était pas ça le problème. Mais ce n'est pas le problème des sous, c'est vraiment le problème de la compréhension de comment on fonctionne et de savoir ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie quand on dit on veut consommer plus responsable ou être plus écologique? C'est quoi notre peur, en fait? C'est quoi derrière? Alors, excuse-moi de t'interrompre, donc on le voit vraiment comment, tu étais passionnée par le sujet, tu as exploré ça, la dimension de comment gérer les changements de comportement et cetera. Puis, heu, tu m'as partagé de façon très authentique et c'est, une problématique que tu abordes dans ton livre aussi, comment quand on est une personne assez, visionnaire, quand on est préoccupé par une cause et tout, ça se peut qu'à un moment donné, une fatigue s'installe où finalement la cause devient un peu trop lourde pour nos épaules et on est un peu déconnecté de notre joie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, moi, il se trouve que, bon, depuis que je suis petite, je suis sensible à la nature, mais vraiment, depuis quelques années, en fait, le fait d'être vraiment dans ces pays-là où la nature est totalement sauvage, où il y a pas de par exemple, on avait un camion dans la journée, qui passait dans le village et on avait de la chance si on arrivait à le prendre, quoi. En gros, il y avait pas d'autres transports, donc c'est très calme, il y a pas de bruit, il y a pas de gêne et puis il y avait tous ces rires là, vraiment, c'est ce dont je me souviens le plus. J'ai travaillé en Inde aussi, c'était pareil. En fait, le fait de rencontrer ça, ça a fait que je me suis dit: «Je veux plus jamais vivre autrement que comme ça», parce que là, je suis vivante, je suis bien et j'ai besoin de rien d'autre, en fait. Ma fille, elle a une expression que j'aime bien, c'est: «Ici, le temps s'arrête» et quand ici, le temps s'arrête, ça veut dire qu'on Waouh! est au bon endroit. Je trouve ça voilà, moi, pour moi, c'est exactement ça, c'est le temps s'arrête et donc en fait, quand on est là-dedans, on est bien et puis après, je suis rentrée en France et là, j'avais vraiment besoin de transmettre ce que j'avais appris parce que ça me prenait aux tripes, quoi, vraiment et puis c'était pas l'époque. C'est-à-dire que la consommation responsable, il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait. Donc au départ, j'avais des copines qui me disaient: «Ah mais dis-moi comment tu fais?» et cetera. Donc elles, voilà, il y avait certains c'est comme ça que j'ai commencé les ateliers. Donc ceux qui venaient en atelier, ils étaient intéressés. Mais la plupart des autres gens, en fait, ils s'en foutaient complètement, de ce qu'ils consommaient, ils consommaient à gogo sans trop se soucier. À l'époque, les changements climatiques et tout, c'était réservé qu'à certaines, personnes, justement en Afrique où il y avait des problèmes ou en Asie où il y a des problèmes et nous, on n'était pas du tout au courant et du coup, puis c'était un peu le truc culpabilisant, quoi. C'était mal présenté par les médias donc c'était pas, «Sauvez votre environnement», c'était en gros, «Arrêtez de pourrir tout et arrêtez de faire des bêtises». Donc moi, ça, je j'adhérais pas à ça. Mais je sentais que quand je faisais des conférences et tout, il y avait des gens, ils me disaient: «Ouais, c'est génial» et tout. Ils avaient un petit push de motivation, puis après, ils retournaient chez eux, puis ils refaisaient exactement pareil. Donc je me disais, j'étais frustrée parce que je me disais: «Mais c'est pas possible». C'est comme si, l'exemple que je te donnais, je crois que je te l'ai donné déjà, Marie, c'est en fait, tu arrives, tu as une rivière un peu calme et tout, puis toi, tu sais qu'il y a des rapides derrière parce que tu les as vécus en Afrique, les rapides, et tu sais très bien que s'il y a des rapides, c'est compliqué à vivre, c'est pas un truc simple quand il y a pas d'eau, des choses comme ça, c'est des vrais sujets importants. Donc tu dis: «Ben, je vous préviens, je l'ai vu, il y a des rapides derrière, faites attention, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on s'entraide et cetera». Et là, tout le monde s'en fout en fait, clairement, et du coup, j'ai eu cette petite période d'éco-anxiété. Je crois que dans ce qui se passe en ce moment sur le changement climatique, sur, les changements environnementaux et tout,
on est tous à des phases différentes et la première phase, c'est le déni, hein. On passe pas mal de temps dans le déni, puis après, boum, il y a la réalisation et quand il y a la réalisation, il y a la colère qui monte, il y a tout, hein, c'est comme les phases de deuil, en fait, hein, tout simplement. Et là, maintenant, moi, je suis en paix, mais j'ai passé toutes ces phases, donc j'ai été dans l'éco-anxiété. Et il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment dans l'éco-anxiété. Alors, ils ne font pas le lien avec ce qui se passe, hein, les informations, etc. Mais moi, quand je vois qu'il y a des gens qui regardent les informations toute la journée, je me dis, mais mon Dieu, mais quelle horreur de se prendre tout ça, de se nourrir de tout ce truc pourri. On ne peut pas survivre à ça, quoi. Je veux dire, on est obligatoirement en burn-out, en dépression, je ne sais quoi. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça parce que je l'ai vécu par le bonheur, puisque le changement, je l'ai vécu par l'envie de continuer à être dans ce bien-être dans lequel j'avais été en Afrique. Mais souvent, ça passe par des maladies, des choses comme ça. Et moi, j'invite tout le monde à dire, mais on n'est pas obligé d'aller dans la maladie, on peut aussi être dans le plaisir. Et donc cette fois-là, quand tu nous disais que tu reviens de voyage, tu es préoccupée, tu sais, tu as vécu toutes ces émotions fortes et là, tu vois le contraste, tu es de retour en France et ça résonne pas un peu avec ta famille. Toi, tu as envie de faire bouger les choses, puis les gens autour de toi, ça les préoccupe pas autant. C'est là, dirais-tu que tu as ressenti une forme de découragement ou comment tu as vécu, ça? En fait, je me suis demandé à quoi je servais parce que je me disais, j'ai eu cette chance de faire ça pendant quand même plusieurs années, hein, je ne sais plus combien, ça fait presque 10 ans que je suis allée sur le terrain, etc. Enfin, 10-15 ans. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller 4 fois par an dans ces endroits-là qui étaient absolument vibratoirement très bons, quoi, hein, franchement magiques. Et où il y a vraiment de l'humanité, de la vie, du bon sens, etc. Et je me disais, mais comment je peux retrouver ça, quoi. Donc, j'avais du mal à le retrouver en France. Maintenant, c'est en train de changer vraiment, hein. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau vibratoire, là, je le sens vraiment. Les gens sont plus préoccupés par ça. Il y a plus d'entraide. Il y a aussi des gens qui font n'importe quoi, mais c'est un peu comme ceux qui veulent arrêter de fumer, qui fument un paquet de clopes la veille, quoi. C'est l'impression que il y en a qui achètent à fond parce qu'ils veulent surtout pas aller dans ce qui se passe. Donc, mais globalement, je trouve que les gens changent. Je trouve que le Covid a été super positif dans ce sens-là, hein. Pour moi, ça a été une période où les gens se sont rendus compte que on pouvait peut-être pas avoir tout ce qu'on veut tout le temps, à tout moment, etc. Et que c'était peut-être même pas ça qui rend heureux. Parce que moi, à la fin, ce que je vois surtout, c'est que depuis que j'ai arrêté d'acheter au supermarché, moi je détestais aller dans les supermarchés, hein. C'était 2 heures de ma semaine où j'aimais pas ça. J'aime pas la lumière, le bruit, j'aime pas, les produits me font pas envie. Et après ça, surtout, je me dis: «Mais je dépense moins qu'avant et je prends plaisir à faire mes courses, j'ai aucun problème, ça me donne l'occasion». Là, je vais aller chercher du riz en Camargue, je vais aller faire une journée avec le producteur où je vais aller regarder ses rizières, il va me raconter tout et moi, c'est un plaisir, quoi. Donc, même quand on va au marché, je ne sais pas toi si tu aimes aller au marché, mais quand on va au marché en France, on a plein de petits marchés dans les villages, c'est vachement plus agréable que d'aller au supermarché. Donc en fait, on retrouve une humanité, on retrouve une vie, on retrouve tout ça. C'est pas contraignant en fait, c'est juste du plaisir, tout simplement. Ah, ça va mieux avec le son. Donc c'est ça c'est juste, finalement pour, revenir sur ce que tu nous disais, donc c'est, quand on sent peut-être qu'on est, on commence à ressentir du découragement parce qu'on est très impliqué, on fait beaucoup de choses. Là, toi, tu as initié une réflexion où tu t'es dit, bon, tu as vu que tu perdais un peu ton énergie, donc tu as décidé de changer un peu tes activités, puis de te dire, ben, comment je pourrais comme contribuer autrement. C'est ça finalement que tu t'es dit. En fait, je me suis surtout dit, si je veux vivre dans un monde en paix, il faut que moi-même je sois en paix. Mmh. Et ça, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est pas de nourrir le monde de colère, de choses comme ça, c'est vraiment d'être en paix, être bien. Je pense que vraiment ça diffuse. Quand on est bien, quand on est en paix, quand on fait quelque chose, même si les autres comprennent pas, mais qu'on sent que c'est juste, Mmh. c'est là où on diffuse en fait. Donc je suis Heu, revenue à quelque chose, je me suis mise devant mon livre en fait, c'est ce que j'ai fait à cette époque-là, hein. voilà. Je je me suis mise à écrire. J'ai toujours aimé écrire, mais là, on m'avait demandé d'écrire un livre sur la consommation responsable. C'est une maison d'édition qui était venue me voir, mais en fait, à chaque fois, je me heurtais à la même chose avec les maisons d'édition, c'est qu'ils me demandaient d'écrire quelque chose que j'avais pas envie de dire. Qui était, alors voilà, il faut s'adresser aux gens, il faut leur dire: «Le matin, vous mangez ça, le midi, vous mangez ça, vous allez acheter vos produits là», et cetera. C'était un mode d'emploi. Et moi, je crois que ce qui manque, c'est le bon sens et la responsabilisation. C'est-à-dire que si je te dis: «Va acheter tes pâtes là», en fait, peut-être que toi, ces pâtes-là, tu les aimes pas du tout, puis peut-être que le producteur va pas te faire vibrer, quoi. Donc,
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à se réapproprier. C'est cette responsabilité, c'est le fait de dire: «Mais moi, je veux contribuer à inventer un nouveau monde, donc c'est moi qui suis impliquée» et je pense que rester, à l'intérieur de soi, sentir, faire les choses qui sont justes pour soi, pour sa famille, trouver un équilibre familial, trouver, se nourrir aussi des expériences des autres et tout et être en paix, pour moi, c'est la seule chose à faire en ce moment, c'est être en paix. Et donc là, tu parlais du hasard des rencontres. Là, finalement, tu te fais approcher par une maison d'édition, donc ça aussi, c'est un beau hasard. Ça t'a «allumé l'étincelle» entre guillemets d'écrire un livre parce qu'au fond, tu sais, on le voit de la façon dont tu nous en parles depuis le début, tu es vraiment une enseignante née, une communicatrice, une transmettrice et donc là, finalement, toi, c'était pas ça. Tu voulais pas un livre, on le comprend, qui donnait des leçons, mais tu voulais explorer une autre forme littéraire. Est-ce que tu veux, nous expliquer un peu la genèse de ton livre? Oui, alors donc les éditions Actes Sud et Flammarion donc sont venus me voir et à chaque fois ils me disaient: «Mais non, mais ce qu'il faut dire c'est ça, machin tout ça», puis moi j'arrivais pas et en fait, moi je me suis dit: «Qu'est-ce que tu aimes lire?» Et moi j'aime lire des romans. Il y a rien d'autre que j'aime lire en fait. Je ne lis pas de trucs de développement personnel, je ne lis pas de trucs, enfin assez peu, je lis pas beaucoup de policiers, je lis vraiment des romans, j'adore ça. Donc je me suis dit: «Bah, écris un roman, au moins tu seras bien». Donc je me suis servie de ce que j'avais écrit déjà pour les maisons d'édition et où j'avais stoppé la collaboration avant de finir parce que ça m'allait pas. J'ai pas envie de dire des choses auxquelles je crois pas et du coup, j'ai commencé à écrire, un roman, qui est celui, ben, que tu voulais présenter. Et moi, à quoi je sers? Oui, ça, je sais pas si avec la caméra, on le voit dans le bon sens. Oui, c'est bon. Et en gros, le roman, il est venu d'un titre, hein. C'est parce que moi, à l'époque, je me suis dit: «Mais moi, si je peux pas transmettre ce que j'ai appris sur le terrain, en fait, à quoi je sers?» Et moi, je voulais servir pour la nature. En fait, je voulais servir qu'on protège la nature, ça, c'était mon thème, protéger la nature et les producteurs parce que les producteurs agricoles, j'ai une passion pour eux. En fait, je trouve que ce sont des génies. Donc c'était ça, le titre est venu de là. Et c'est excellent vraiment parce que, justement, tu disais que tu n'étais pas une grande lectrice de livres de développement personnel, mais c'est un des genres que j'aime pour les livres de développement personnel, c'est les romans parce que tu t'identifies aux personnages et tout ça, puis le message passe d'une façon plus incarnée, j'ai envie de dire, donc ça nous interpelle plus et vraiment, on a un plaisir de lecture immense à lire ton livre, là. Tu écris vraiment bien, puis tes personnages, on s'identifie à eux et puis, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, tu t'es inspiré vraiment de choses que toi tu as vécues ou de personnes que tu as rencontrées, donc c'est pour ça qu'ils sont si réels, tes personnages, finalement? Ben oui, en fait, le livre est né, en fait, je m'étais dit: «Ben, du coup, je vais refaire un roman», mais je vais partir, je partais, en vacances à ce moment-là en famille et je me suis dit: «Ben, je vais laisser, venir». Parce que quand on écrit, ou comme quand on fait autre chose artistique, hein, je pense, il faut laisser un petit peu infuser, quoi. Et il se trouve qu'il y a une copine qui m'a envoyé, on était à Noël, tu vois? C'était, il y a quelques années, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, à Noël. Une copine m'écrit, un SMS et le livre commence sur ce SMS qui est en fait, en gros, elle se posait énormément de questions, sur sa vie. Elle avait toujours eu l'impression d'être utile, puis là, d'un seul coup, elle avait l'impression d'être perdue, de plus se sentir utile, de se sentir elle avait envie de se reconnecter, aux gens, de se reconnecter à quelque chose de plus utile et cetera. Et donc, elle m'a écrit ce SMS et ça m'a beaucoup intriguée, en fait, ce SMS. Je me suis dit: «Mais pourquoi elle m'écrit à moi, en fait? C'est très étrange pour moi, de recevoir ça». Et donc le livre est parti de ça, en fait. Le livre, il est parti de cette, de ce questionnement et de ce que vivait mon amie, puisque c'est une vraie histoire, hein. Il y a 2 personnages. Il y a une personne qui s'appelle Bérénice, qui est dont je tairai le nom, mais qui est mon amie et qui a vécu, toute un questionnement, une descente aux enfers, on va dire, un burn-out et cetera et dont la question principale était: «À quoi je sers?» Et puis une autre personne qui est arrivée sur la question d'une autre manière, en fait, qui est une coach et cette personne-là, elle est inspirée de plusieurs personnes, en fait, que je connais et qui, elle, est allée à la découverte de ce que ça voulait dire, puisqu'il fallait qu'elle donne une réponse à Bérénice. Donc c'est un petit peu ça le thème du livre et puis on traverse à l'intérieur de ce livre, du coup, tous les questionnements qu'on peut avoir sur ce thème de l'utilité, de notre contribution au monde, aussi de notre, contribution dans la famille et cetera et cetera.
C'est ça et ce qui est formidable, c'est que tu arrives à faire ça, mais de façon vraiment, naturelle. Donc c'est comme tu dis, tes personnages, on les suit dans leurs problèmes que ce soit au niveau du travail, la famille, la santé, le besoin de contribuer. Puis au travers de ça, donc tu distilles, par moments des concepts de consommation responsable, puis, des concepts et des trucs de développement personnel aussi. Tu dis de, se ramener au corps, tu dis de comment travailler sur retrouver la confiance. C'est vraiment, et je le dis, c'est vraiment pas, des fois, il y a des romans de ce genre-là qui sont plus ou moins réussis, puis on dit, bon, OK, là, c'est le moment où on nous enseigne telle affaire, mais toi, c'est naturel, c'est fluide, ça coule, c'est vraiment un grand bonheur. Alors, je recommande à tout le monde Merci. de le lire, là, vraiment, c'est vraiment puissant comme message. Et, donc, c'est ça. Donc, ton besoin de transmettre finalement. Donc là, avec ce livre-là, déjà, tu as effectué déjà une Ben, ce, grosse ce- sortie de zone. ce livre-là, c'était. En fait, je ne sais pas si tu as déjà eu envie d'écrire, mais il y a plein de gens, moi, autour de moi, qui ont envie d'écrire. Et puis, il y en a plein qui ont écrit pendant le confinement. En fait, quand on écrit, il y a souvent aussi. C'est un peu comme quand on fait une conférence, il y a souvent une attente de succès ou de quelque chose derrière. Je crois qu'on a besoin de reconnaissance, il y a besoin de quelque chose. Moi, en tout cas, être romancier, pour moi, c'était le Graal. Ah Arriver à oui, faire un roman. c'est intéressant. Tu voyais aussi il y avait un besoin de reconnaissance derrière ça? Ah ben, je pense que quand on écrit la première fois, quand les maisons Actes Sud et Flammarion sont venues me chercher, j'étais flattée, quoi, parce que Mhm. c'est. Effectivement, c'est En des plus, maisons en plus prestigieuses. Flammarion, j'avais vraiment un éditeur hyper connu, etc., qui est venu me chercher et tout. Mais là où je suis ravie, c'est que je ne me suis pas perdue dans cette histoire, parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on fait un truc en se disant, bon, même si on ne le dit pas, en fait, il y a quand même un aspect où on écrit. Et en fait, je me suis complètement sortie de ça. Euh, Parce qu'on se sent toujours au début pas très légitime. Enfin, j'ai écrit un roman, et surtout quand c'est une demande d'une maison d'édition, on se dit, mais attends, j'ai jamais rien écrit de. Moi, j'écrivais dans des carnets, quoi, depuis toujours, mais j'ai jamais rien écrit. Et puis finalement, j'aurais pu me perdre dans le fait que ce soit Flammarion ou Actes Sud qui fasse appel à moi, parce que j'aurais pu écrire ce qu'ils avaient envie que j'écrive pour faire du best-seller, quoi. Et moi, j'ai pas fait ça. J'ai décidé finalement de l'auto-éditer, de l'auto-vendre, etc. J'en ai vendu 1000 exemplaires, ce qui pour un premier roman est bien et chouette. Oui, auto-édité en plus. Oui. Auto-édité, voilà, sans faire de push en librairie, rien du tout, hein. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait en me disant, je veux aller au bout d'une expérience pour moi. Et ça change tout, en fait. C'est comme quand on fait une conférence, quand on fait quelque chose de public, en fait. Ce que j'ai appris beaucoup avec ce livre, c'est ça m'a permis de faire la paix avec quelque chose qui touchait justement à ma contribution dans le monde. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que ça m'a permis de faire la paix avec ce que pensent les gens de moi, dans le sens où, en fait, quand vous écrivez un livre, vous ne savez pas du tout comment les gens vont réagir. Donc toi, par exemple, tu as été touché par telle ou telle chose, et puis il y a d'autres personnes qui vont être touchées par autre chose. Et moi, j'ai reçu des messages tout à fait contradictoires, avec des expériences totalement différentes, des endroits où des gens me disaient ah waouh, ça m'a percuté, alors que pour moi, c'était pas un gros moment de l'histoire. Et ça ne nous appartient pas en fait. Donc il faut arriver à, je pense, avec sincérité, faire ce qu'on a dans les tripes, et puis ce qui se passe derrière, c'est une espèce de magie qui ne nous appartient pas. Et ça, je pense que c'est vraiment clé. C'est-à-dire que le puzzle global, on n'a aucune vision dessus, en fait. Mais on peut essayer de s'occuper de faire une jolie Mhm. petite pièce nous-mêmes avec ce qu'on a dans les tripes. Si ça sert, ça sert. Si ça sert pas, c'est pas grave. Oui. D'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse. Tu disais les moments qui nous touchent particulièrement. Tu l'avais mentionné tantôt quand tu parlais de ta fille, ce moment où vous aviez parlé de quand on a le sentiment que le temps s'arrête. Et c'est des passages, moi, dans ton livre, je trouve que tu décris tellement bien. Pour moi, c'est un peu quand on touche au sublime, en quelque sorte. C'est une émotion vraiment puissante. Et donc, c'est ça où ton héroïne est en voyage en Afrique comme toi. Et puis là, tu dis tu as déjà été ému en regardant une personne, en admirant un coucher de soleil. Tu as déjà ressenti cette onde chaude et réconfortante, cette émotion qui ressemble à la gaieté que tu avais quand tu étais enfant. Et tout ce passage-là est à l'avenant. Vraiment, c'est vraiment puissant. Là. Tu as un talent d'évocation immense. Là, donc, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Là, Merci. je me répète, là. Mais vraiment, puis, euh, donc, tu as intitulé le livre Et moi, à quoi je sers? Puis c'est quelque chose aussi, tu disais que tu avais ce besoin-là de clarifier un peu ta contribution à ce moment-là. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que c'est vrai que
c'est tellement important le problème des changements climatiques, la protection de l'environnement, qu'à un moment donné, finalement, on peut se trouver de dire tout ce que je fais est vain, ça ne sert plus à rien, finalement, à quoi ça sert? Et toi, dans le fond, la façon que tu as trouvé de répondre à cette question-là, elle est vraiment puissante et très sage. Donc, finalement, toi, tu dis, ben, chacun contribue à sa façon. C'est pas une question de noter quel est l'impact de telle ou telle personne, mais c'est finalement, on contribue au tout, finalement. Puis on peut pas savoir, en fait, ça c'est quand on veut contrôler. Moi, c'était le problème que j'avais. C'est que quand on est face à un danger ou une situation compliquée, que ce soit en famille, que ce soit un changement climatique, etc., en fait, on aimerait bien contrôler la situation parce qu'on perd le contrôle. Et je crois que la leçon, c'est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher prise, vraiment. On n'a pas de contrôle là-dessus. On peut contribuer en négatif ou en positif, c'est-à-dire on peut dire, ben, ok, je jette mes déchets devant la porte, je m'en fous. Mais à part ces gestes-là, sur le reste, en fait, on ne peut pas savoir notre contribution. Enfin, pour moi, ça n'empêche pas qu'on soit responsable de notre propre vie, d'être dans la bonne vibration, d'être dans la bonne, voilà, d'envoyer des choses bonnes et lumineuses, et surtout de construire ce qu'on a envie, nous, d'avoir. C'est-à-dire, c'est Alice au Pays des Merveilles là, qui disait si le monde n'a pas de sens, pourquoi j'en inventerais pas un? Mm. Donc moi, je dis toujours, je ne sais pas s'il y a le syndrome du râlage au Canada, mais en France, le syndrome du râlage, c'est quelque chose de mouse costaud, quoi. Donc les gens râlent, et là, je suis intervenue il n'y a pas longtemps auprès de troisième sur l'entrepreneuriat. C'était vachement intéressant parce qu'eux, ils sont purs, là-dessus, ils n'ont pas de blocage, en fait. C'est les adultes, souvent, on commence à être bloqués et à râler quand ça ne va pas, sans se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour. Donc moi, j'invite tous les gens qui râlent à chaque fois se dire, ok, si j'arrête de râler là et que je contribue à changer ça, comment je peux faire? Parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est pas un petit truc, hein, c'est un vrai truc puissant qu'on peut tous faire, en fait. C'est comme la gratitude, c'est quelque chose qu'on pratique pas du tout assez, quoi. C'est se dire, mais il y avait un gars en Afrique qui m'a vraiment fait tilt sur une facture d'électricité. Parce que je recevais ma facture d'électricité, puis j'étais en train de travailler sur mon PC, puis je disais, oh là là, mince, j'ai ça à payer, là, il faut que je paye ma facture d'électricité. Bon, c'était à l'époque où l'électricité n'était pas en train de monter en flèche, mais c'était quand même important. Et lui, il me dit, oh là là, moi, j'aimerais bien avoir l'électricité. Et pour lui, avoir une facture d'électricité, c'était le Graal, quoi. C'était super. Moi, si je paye une facture, ça veut dire que j'ai l'électricité, en fait. Ça veut dire que j'ai le chauffage chez moi, ça veut dire que j'ai de la lumière, etc. Et Mm. ça. Et donc c'est ça, donc pour revenir à cette notion de la contribution, donc finalement tu dis, contribuons chacun à la mesure de nos talents, de nos passions, de nos envies, puis après, tu sais, on lâche prise sur le résultat, puis finalement c'est la somme des contributions individuelles qui va finir par faire un changement, mais de toute façon, ce serait illusoire de penser que, tu sais, on va régler le problème à un moment donné. Ben c'est ça, c'est la vie, puis il faut lâcher prise. Là, c'est ça, juste, je vais citer un passage de ton livre, là, tu le dis dans l'épilogue, chaque personne a des moteurs de vie différents, des habitudes de vie différentes, des passions différentes. La méthode, donc, pour contribuer, ne pouvait donc pas être la même pour tous. Donc, c'est très bien résumé. Mais je pense qu'il y a des gens, en fait, qui sont là pour. Il y a des pionniers, moi j'en fais partie, qui sont là pour ouvrir un champ neuf ou pour se bagarrer, hein, parce qu'il faut se bagarrer parfois. Moi, je me suis bagarrée en Afrique pour que certaines choses soient respectées. Mais il y a aussi des gens qui vont contribuer autrement. Par exemple, toi, Marie, c'est ce que je te disais la dernière fois, en fait, tu as une forme de douceur qui est très apaisante et qui est très bonne pour le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde est très en stress et très dans la compétition. Il faut être le meilleur, il faut y arriver, il faut, etc. Et moi, je pense qu'en ce moment, les gens qui transpirent la douceur, la paix, etc., c'est des gens qui changent le monde. Les gens qui transpirent la joie, qui ont une âme d'enfant, qui ne sont pas du tout en train de se prendre la tête sur tous ces sujets, sont des gens qui font du bien au monde. Donc, Oui, je pense qu'on a chacun une contribution, et c'est un peu, dans mon livre, je le dis, c'est un peu comme les animaux, en fait, parce que moi, j'habite sur un port et sous l'eau. En fait, les animaux, ils se posent pas de questions, ils ont chacun leur rôle et il n'y a pas de compète, hein. C'est toi, tu sers à ça, toi, tu sers à ça. Peu importe, en fait. Le tout, c'est que nous, on soit en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire sur ce à quoi on peut contribuer, se connaître ses talents et puis en profiter, quoi. Voilà, et se dire, ah bah, je mets mes talents au monde. Voilà, j'en fais profiter tout le monde et accepter de se voir avec bienveillance et gentillesse.
Oui. Puis finalement, quand on est vraiment dans ce qu'on fait, dans notre passion, c'est là qu'on va vibrer, qu'on va être dans la joie et c'est un peu ça finalement le remède à l'éco-anxiété, tu sais, c'est vraiment le thème de l'heure. Puis on voit que les jeunes d'aujourd'hui, ben eux, ils arrivent déjà à une époque où c'est critique et on dit la fin du monde est pour demain. Donc finalement, c'est un peu ça le remède de rester dans notre joie pour pouvoir contribuer finalement. Puis les jeunes, ils sont pas du tout la même vision que nous, hein. Enfin, clairement, là, pour l'avoir vu dans le collège, comme je leur disais: «Moi, je peux vous apprendre des méthodes pour aller au bout de vos rêves et de vos entrepreneuriats, c'est-à-dire comment on fait pour aller du point A au point B sans lâcher l'affaire». Parce qu'il y a des échecs sur le chemin et tout ça, il faut pas lâcher l'affaire. Mais les jeunes, eux, ils ont pas le problème de en fait, ils sont nés dans un stress, enfin Mmh. dans un truc et du coup, ils sont adaptables beaucoup plus. Ouais, je dirais là pour eux, c'est certainement comme pendant les guerres ou pendant plein d'événements qu'il y a eu dans le Mmh. passé, les Incas quand ils sont partis au Machu Picchu, je veux dire, c'était pas serein, c'était pas et cetera. C'est nous qui avons peur parce que nous, on a été plus ou moins préservés de tout, quoi. On est une génération, enfin moi la mienne en tout cas, qui a été préservée de beaucoup de choses. Donc tout est renonciation, tout et cetera, parce on était dans un mode, n'importe quoi. Donc mais on revient à soi, hein, parce que le nombre de gens qui, pendant le confinement, ont arrêté de faire des choses et puis se sont dit: «Bah, en fait, moi, le fait d'être au calme, je suis bien». Bah, ça sent enfin, je veux dire, c'est pas un truc immense, ça ne demande pas des milliers d'années pour faire ça, et les jeunes, ils sont en train de changer complètement au niveau professionnel. Ils sont en train d'avoir des fonctionnements très différents et cetera. Mais eux, ils savent, parce qu'eux, ils sont adaptés à ça, à ce changement depuis le début, donc ils sont beaucoup plus résilients. Donc moi, je Mmh. suis très confiance en eux, sur le fait qu'eux, ils sont capables de faire. C'est notre génération qui est en souffrance par rapport à ça, et moi, je dis toujours: «En fait, maintenant, je fais confiance. Je fais confiance parce que je me dis quand même que nous, on est un tout petit groupe sur la terre, en fait, sur la planète. Sur la planète, il y a quand même 70 d'océans. Dans la partie qui est émergée, donc les 30 il reste, la moitié, plus de la moitié, c'est de la forêt. Donc en fait, nous, on est des tout petits pins, en fait. On se prend un peu trop au sérieux, mais on est des petits pins, donc ça se trouve, tout va se régler entre les plantes et puis on aura la chance d'être, toujours en vie. Et dans le fond, s on pourrait peut-être parler de ton, nouveau projet qui est comme, tu, travailles sur le communiquer sur ces enjeux-là de façon différente avec, une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux nous en dire, quelques mots? Alors oui, je veux bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à mon livre, après, je me suis aperçue que donc le moteur, pour le changement, c'est l'émotion, hein, toujours. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Il y a un moment, on déclenche par l'émotion. Donc ça peut être une émotion de quand on est malade, c'est une émotion de survie. Quand, ça peut être une émotion de joie, une passion d'un seul coup, hop, on fonce. La plupart du temps, c'est des émotions négatives, mais ça peut être des émotions positives. En tout cas, moi, je pousse pour ça. C'est ce truc de vibration, de motivation, en fait. C'est-à-dire que quand on parle avec les gens de ce qu'ils aiment vraiment dans la vie, en fait, ils savent. Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais enfant? Tu sais. Qu'est-ce qui te fait, vibrer? C'est-à-dire qu'est-ce qui te plaît? J'avais un gars, il me disait: «Ouais, moi j'adore aller au cirque. C'est vraiment mon truc depuis que je suis petit, j'adore aller au cirque», et en fait, quand on est dans ces trucs-là, dans ces trucs de moteur émotionnel et moteur vibratoire, en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on est capable d'invention, on est capable de il y a plein de choses qui se passent, en fait, dès qu'on est dans le bon endroit pour nous, et en fait, ce que j'ai déci je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui me touchaient, pas parce que c'était des gens connus ou des gens, mais c'est des gens qui, d'un seul coup, dans un domaine qui les touche personnellement, inventent du neuf, et j'ai décidé de commencer à faire des interviews. En début d'année, j'ai décidé avec mon compagnon de faire quelque chose dont on rêvait depuis toujours et qui allait totalement à l'encontre du bilan carbone, de tout ça, mais qui était vraiment, vital pour moi, qui était de partir, dans des endroits, complètement préservés au niveau nature, parce que ça faisait 6 ans que j'étais rentrée en France et que je montais des entreprises, des projets engagés et tout, mais moi j'avais besoin de me nourrir vraiment de cette nature totalement sauvage, et donc on est parti 4 mois en Amazonie, on est parti auprès de ornithologues, auprès de gens qui protègent la nature et tout ça, et j'ai commencé les interviews, mais je les ai continuées surtout en France après, avec des gens, ou au Canada par exemple, avec des gens qui, par leur façon d'être, par leur façon de penser, sont différents. Voilà, ça c'est le type de personnes, c'est ce que j'appelle moi les magiciens, c'est-à-dire c'est des gens qui aujourd'hui ne sont pas connus, ne sont pas et cetera. Sauf que dans sa façon de fonctionner et sa façon de vivre l'expérience, elle a inventé quelque chose de neuf.
Et j'en ai plein comme ça. Donc, j'ai monté une chaîne qui va sortir en début d'année prochaine, qui s'appellera Conversation intime, où je rentre dans l'intimité de gens, un petit peu comme tu le fais toi. Je rentre dans l'intimité de gens qui, pour moi, par leur regard différent, et c'est des gens vraiment de tous les jours, hein, ont vraiment une contribution positive sur construire de nouvelles solutions, s'adapter, etc. Alors, c'est vraiment passionnant. Puis la façon dont tu parles des gens et où tu t'intéresses au parcours des autres, là, on sait d'avance que ça va être vraiment intéressant comme discussion à suivre. Il y a une dernière chose que j'aimerais discuter avec toi, parce que c'est un terme qui est revenu plusieurs fois au cours de l'entrevue. Donc, tu disais au niveau vibratoire, donc que ce soit dans des lieux ou avec certaines personnes, tu sens que ça résonne. Je sais que c'est quelque chose aussi, tu t'intéresses beaucoup à la dimension de l'énergie. Quand on fait des choses qu'on aime, on vibre plus haut. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment ça te guide ou comment tu utilises ces ressentis-là dans la vie? Par rapport à ce qu'on a dit sur justement l'importance de la vie, pour moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est précieux. Je pense qu'on se fait pas assez confiance sur l'intuition. Donc l'intuition, c'est moi comment je m'en sers en fait, c'est vraiment quelque chose où en fait je regarde tout ce qui se passe autour de moi vraiment attentivement. Je pense que c'est une attention particulière à ce qui nous arrive. Le premier réflexe, c'est de dire: «Oh là là, ça c'est pas un truc habituel, ça me panique» et cetera, et on a une autre façon de faire qui est de dire: «OK, je vis dans un jeu de piste géant et on me donne plein d'infos tout le temps». Donc quelqu'un va dire quelque chose, une phrase dans une journée, et puis moi ça va me faire tilt en me disant: «OK, c'est exactement ce qui me manquait, ça va me donner un axe de développement». Ou souvent je regarde les pancartes, je regarde ce qui est marqué sur les voitures, je regarde, moi je suis très, très sensible à tout ça. Les signes, finalement. Les signes, voilà, je suis très sensible aux signes. Et en fait, ce que je pense, c'est vraiment que quand on est bien, comment on dire, harmonieux à l'intérieur de soi, c'est-à-dire quand on est posé, en paix, etc., on reçoit des messages par le corps qui sont des messages assez forts, qui sont l'excitation, qui sont l'apaisement, qui sont au contraire le mal-être, etc. Et je me suis aperçue autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui, alors soit ils ressentent pas, c'est ce qu'ils disent, mais moi je pense qu'ils ressentent, mais ils y font pas attention en tout cas. Et moi je pense que pour faire un projet engagé ou pour créer une vie comme la mienne, là, qui a été trépidante, hein, quand même, j'ai fait plein de trucs déjà j'ai 52 ans, tu vois, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Et en fait, je me dis que pour faire ça, le seul moyen, c'est de vraiment faire confiance à son intuition. C'est vraiment faire confiance à ce qu'on capte. Moi, je me nourris de tout. Alors, c'est sûr que quand je suis dans la nature, je reçois plein de messages, mais Ouais. parce que voilà, je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Moi, je suis sensible à l'énergie vraiment, c'est-à-dire, il y a des gens qui me pompent de l'énergie, des gens qui m'en donnent. Parce que souvent on me dit: «Mais comment tu sais?» Par exemple, j'ai acheté 2 maisons comme ça en fait, juste, parce que je me suis mise devant, parce que je sentais que c'était celle-là et rien d'autre, et je pense que beaucoup de gens ont ça, on sent ça, mais Mmh. après on se raisonne. On Et donc coupe toi ça. toi dans c'est au niveau de tes ressentis finalement, de tu dis c'est une chaleur, une excitation, des Exactement. frissons? Oui. En fait, il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Je te donne un exemple, on est en train de rénover une maison avec mon compagnon, donc on essaye de faire une rénovation un peu éco-responsable et tout. Et il me disait, «Ben, il faudrait qu'on mette la chambre ici ou là, à ton avis?» Ben, moi, je suis allée dans la pièce et j'ai dit: C'est là que c'est, quoi». Et il me dit: «Mais pourquoi? Comment tu peux dire ça?» Alors lui, c'est quelqu'un de très raisonné, il est pas du tout comme moi là-dessus, et j'ai dit: «Bah, je sais pas te le dire, en fait, c'est juste là». Mais je crois qu'on a tous ça, c'est juste qu'on veut pas, écouter cette voix-là. Et Mmh. pour moi, cette voix-là, c'est la seule qui est complètement juste pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est puissant, tu as dit tout à l'heure, je pense qu'on vit dans un jeu de pistes géant, c'est fort ça comme phrase, j'y crois beaucoup également là, c'est pas tout est-ce que ça fait longtemps que tu ressens ça ou c'est au fil des années que tu as Non, je développé crois que ça? j'ai toujours eu ça, en fait. J'ai toujours eu ça. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que, tiens, je rencontrais pas cette personne par hasard, que ouais, j'ai vu plein de choses. Donc, oui, effectivement, je pense que je suis quand même bien connectée, aux Mmh. éléments, à plein de choses. On a tous, vécu des expériences un peu bizarres, de se sentir un peu différent. En fait, parce que c'est quelque chose dont on parle pas, mais on va en parler de plus en Oui. plus dans l'avenir, ça, j'en suis sûre. Les gens n'en Mmh. parlent pas, mais le nombre de gens que j'entends à qui je dis, bah, par exemple: «Bah, à cette époque, je me sentais différente», et ils me disent: «Ah, mais moi aussi, ça m'arrive tout le temps de me sentir différente».
Mais oui, c'est se sentir différent, c'est juste ne pas faire confiance à son intuition. Mmh. Bien sûr qu'on est différents, on est tous différents et c'est ça qui est bien. Mmh. Et en bout de ligne, c'est parce que finalement, on peut se dire: «C'est quoi l'intérêt?» Mais c'est parce que quand on suit notre intuition, ben là, c'est plus fluide. Je pense que c'est un terme que je t'ai déjà entendu mentionner, c'est une sorte de fluidité, on va dire les planètes s'alignent, c'est plus facile, c'est à ça que ça sert finalement, c'est comme une petite voie qui nous guide vers, une voie plus facile. C'est ça. En fait, on sait quand c'est fluide ou pas fluide. Moi, c'est même dans un couple, dans une famille, dans tout ça, on sait que si c'est fluide ou pas. Et moi, je crois pas que alors des fois, là, ça manque de fluidité parce qu'on a des trucs à travailler. Mais quand on a un peu bossé les trucs, moi je me dis: «Bah, la fluidité, c'est ce qu'on cherche tout le temps». Il Mmh. faut que ça soit fluide. Il faut s'affirmer pour que ça soit fluide. Il faut rester dans ses convictions. Moi, le nombre de fois où j'ai fait quelque chose où on me disait autour: «Oh là là, non mais ça va pas, pourquoi tu fais ça? Mais comment tu vas faire pour l'argent?» et c'était des stress qui m'appartenaient pas, en fait. Ça m'est arrivé de les prendre, hein, ça m'est arrivé de me Mmh. dire: «Ah bah non, ils ont raison, faut pas que je fasse ça et tout». Mais chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, je me suis trompée. Mmh. Chaque fois. Chaque fois que je l'ai écoutée, j'ai fait les meilleurs choix de ma vie, en fait. Mmh. Donc voilà, j'encourage tout le monde à vivre dans le jeu de piste et à s'ouvrir aux signes et à se permettre de prendre le temps, parce que le seul moyen de se connecter aussi, quand on a la tête dans le guidon totalement, on voit rien du tout. Ouais, faut ralentir. Mmh. Mmh, Effectivement. c'est nécessaire. On n'est Et pas dans un rythme comme ça en ce moment, pas du tout. On n'est pas dans le rythme de la nature et ça, je pense que c'est essentiel. Moi, je sais que maintenant je travaille, à mi-temps. Je travaillerai pas plus parce que j'ai besoin d'être dans la nature le reste du temps. Alors les gens me disent: «Mais comment tu fais?» Ben, le tout, c'est de couvrir son besoin financier et de couvrir je suis très logique et très concrète là-dessus, hein. Je vis pas sur une autre planète avec, l'argent qui tombe du ciel et cetera, hein. C'est pas une question de ça, mais je sais ce dont j'ai besoin et je sais que je vais le trouver. J'ai fait totalement confiance à la vie pour me donner ce qu'il faut pour que je puisse être en équilibre avec le reste de ma vie et pouvoir écrire, puisque moi, c'est important pour moi d'écrire, par exemple, puisque je suis en projet d'écrire mon deuxième roman là oui. maintenant, je suis en train de le faire. Donc pour ça, j'ai besoin, je sais de temps, alors je dirais pas des temps morts parce que pour moi, c'est des temps bien vivants. C'est des temps perdus en fait qui nous permettent de nous retrouver justement. Donc j'aime bien appeler ça comme ça. La recherche Mmh. du temps perdu, c'est vraiment ça, c'est Oui. Lâcher la productivité un petit peu pour, être plus connecté puis, puis on est plus productif après, effect clairement. En fait, ces trucs, j'ai compris en Afrique en fait. Parce que tout le monde me disait: «Oh là là, tu vas voir, ils sont lents, ils avancent pas, tu leur dis de faire ça, ils avancent pas». Enfin, c'est notre mode très occidental. Et en fait, là-bas, tous les projets avançaient aussi vite, en fait, mais dans une lenteur qui était absolument hallucinante. C'est-à-dire que je me disais toujours: «Oh là là, et est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce que le camion va arriver? Est-ce que» et en fait, ils sont dans un tel lâcher prise que tout se passe de manière tellement fluide et c'est dingue. C'est-à-dire, je me disais: «Mais à quoi ça sert?» parce que si je regarde notre mode et le leur, ça avance aussi vite, en fait. Les Mmh. choses avancent aussi vite, mais sans stress. Et une autre forme de lâcher prise qui m'a frappée dans ton approche, c'est quand tu dis que tu ne planifies pas, tu sais pas, ben oui, tu as une forme de planification, mais dans 3 mois, tu sais pas qu'est-ce que tu auras envie de faire, donc tu t'évites de planifier des projets à trop long terme. Tu préfères toujours rester aligné sur ce que tu as envie de faire, à court terme. Ah ouais, je pense qu'on a aucune maîtrise sur ça. En fait, c'est juste un blabla du cerveau de se dire qu'on contrôle ce qui va se passer en 3 mois. Mais moi, je peux plus fonctionner comme ça, c'est-à-dire, vraiment, je suis dans l'instant présent. Là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, dans 6 mois. On va dire d'ici 6 mois, je sais à peu près. Mais dans 6 mois, non, je sais pas ce qui va se passer et puis c'est OK, quoi. Du moment que je Mmh. sais que pendant les 6 mois, je peux vivre et payer mes factures, le reste, je m'en fous complètement, en fait. J'ai aucune idée, puis je peux pas savoir, ce qui se passera dans 6 mois. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer Mmh. entre-temps, tellement, tellement. Alors, bah, écoute Caroline, le temps a passé à une vitesse, folle là. Ça fait déjà, plus d'une heure que qu'on discute. Alors merci beaucoup là, puis je suis vraiment ravie qu'on ait fini, cette, discussion par une conclusion sur l'intuition là. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez toi et tu es une des personnes que je connais qui, l'illustre, de la meilleure façon. Alors je suis bien contente qu'on en ait parlé. Merci à tous, pour, les gens qui vont écouter cet entretien. Puis, beh, on se dit à une prochaine fois. Merci.